Nous allons maintenant accueillir Édouard Collot, psychiatre et hypnothérapeute, responsable de la consultation d'hypnothérapie de l'Institut Civadon à Paris. Bienvenue. Ah, on accrochait des pierres aux sorcières, on les jetait dans l'eau. Si elles survivaient, elles étaient sorcières, donc elles étaient brûlées. Si elles ne survivaient pas, elles n'étaient pas sorcières, mais elles étaient noyées. Merci. Alors, on va découvrir pour nous. Bon, bonjour à tous, aux courageux qui sont encore là pour cette dernière communication. Donc, je suis content parce qu'en fait, le docteur Mallet a déjà fait ma communication. Oui. Ok. Oui, il a déjà, bon, on va parler un petit peu des mêmes choses. Donc, moi, je suis un clinicien, donc ça ne va pas être une démonstration hautement universitaire. C'est une démonstration d'un clinicien et de son expérience. Et ce dont je vais parler, en fait, c'est de la communication. Je vais retracer un peu mon parcours pour aboutir à la présence. Donc, au départ, c'est vrai que la communication, c'est ce qui est le principe même de notre travail, qui implique échange, partage et survie. La communication, c'est la survie. Quand je parle de communication, je parle aussi de la communication entre nos cellules, par exemple. La communication entre nos organes. C'est-à-dire que nous sommes des communicants et que la communication du thérapeute, du soignant au soigné, c'est un type de communication, mais qui vient compléter en fait une communication qui est universelle. Je dirais même qu'elle est quantique, la communication. Nos atomes communiquent. Donc je prends, tu me donnes, je donne. Il y a une complétude, c'est-à-dire que contrairement à ce que pensait Freud, ce que je ne pense pas, mais ce que Jung ne pense pas non plus, c'est que dans la communication entre soignants-soignés, il n'y a pas un transfert d'un côté, puis un contre-transfert de l'autre. Non, non, il y a deux transferts en fait. C'est-à-dire, je prends quelque chose que me donne la personne en face de moi ou à côté de moi et on échange. On va échanger à un niveau subtil, car la communication, évidemment, ne se borne pas, on l'a dit déjà maintes et maintes fois, au langage. La communication, par exemple, c'est le vêtement. Bon, c'est-à-dire, si vous allez au mariage d'un pote, euh, ben, vous allez essayer d'être conforme à une idée peut-être qu'on se fait de la famille du marié ou de la mariée. La religion, on va respecter sa religion, en principe, même si on n'est pas religieux. C'est-à-dire que finalement, c'est une communication là aussi. La communication, c'est l'accord qu'on a entre nous. Alors nous, on appelle ça l'alliance thérapeutique, par exemple. Euh, dans le corps, vous avez par exemple l'exemple de la cellule cancéreuse qui se comporte comme un alien. C'est-à-dire que la cellule cancéreuse, elle ne veut plus communiquer avec les autres. Elle utilise l'usine cellulaire du corps pour elle et contre elle. C'est extrêmement intéressant de développer ce point de vue qui a été développé par certains cancérologues. Donc, il n'y a pas d'être seul, il y a en permanence une syntonisation, un accord entre chacun d'entre nous, et en particulier, évidemment, entre le soignant et le soigné. Donc, qu'est-ce que c'est que la relation d'aide? Est-ce que c'est une technique? Oui, sur le plan intellectuel, mais quid de l'intention? C'est-à-dire, est-ce que c'est uniquement une technique ou est-ce que c'est moi ou quelqu'un d'autre, thérapeute, qui, dans son fort intérieur, par sa pensée, anime quelque chose de la technique? Je pense à Roustan qui disait un jour à quelqu'un qui le questionnait en disant, mais quand une femme vous demande d'être belle, en fait, ça veut dire
elle arrive, je voudrais maigrir. Et Roustan a dit, je pense que c'est une belle femme. C'est un peu ce que je voulais dire à l'instant. Donc là, on retrouve le désir, la compassion, l'empathie dans tout cela. Et lorsque l'on s'attache au rêve, puisque moi je suis hypnoanalyste ou hypnothérapeute, si on veut, entre autres, on entre dans l'imaginaire de l'autre, donc dans son intimité, dans son sérail. Je dirais tout comme dans la communication animale, c'est la même chose, c'est-à-dire que ce qu'on nous a dit tout à l'heure entre les chats et, et nous autres, eh bien, nous sommes tous des chats, mais on a quand même des moyens un peu plus sophistiqués pour communiquer, c'est vrai, mais on a aussi celui-là. Donc en fait, même si je suis derrière l'autre, ce qui est souvent le cas, je ne suis pas en face-face tout le temps, j'aime bien que les gens soient allongés, tranquilles, ils ferment les paupières, ils ne me voient pas, mais en fait, je suis dans cette écoute flottante, qui est une écoute qui nous emmène vers une transe légère, et un psychanalyste que j'aimais beaucoup, Jacques Palacci, disait, finalement, dans l'analyse, ce discours qu'on adresse à l'autre sans le regarder est un discours d'auto-hypnose. Et que finalement, comme le disait Freud, finalement, aussi, il disait il faut que le thérapeute soit dans l'écoute flottante, l'analyser, et l'analysant, il faut qu'il soit dans un état hypnoïde. Je garde de l'hypnose, disait Freud, l'état hypnoïde. En fait, ce que Freud dit l'hypnoïde, c'est ce que nous, on appelle l'hypnose. D'où le drame de la psychanalyse et de Lacan qui a jeté l'anathème sur l'hypnose, alors qu'en fait, Lacan était certainement un très, très grand hypnotiseur. Donc, cette nécessité d'entendre le patient, mais c'est plutôt de l'écouter. Ou non, c'est plutôt de l'entendre. On peut l'écouter au niveau verbal, mais il faut l'entendre. Et l'entendre, ça implique énormément d'éléments, évidemment, autres. Et lorsque l'on est dans cette écoute flottante, dans cette transe légère, on s'aperçoit qu'on a une sensibilité qui est tout à fait particulière. Bon, ça va. Donc, on découvre quelque chose chez le patient quand on est dans cette transe légère, l'imaginaire. Et un imaginaire, le mien, qui va me guider. Je vais ouvrir cet imaginaire petit à petit, ça va se faire tout seul, et je vais avoir de l'inspiration. Et l'inspiration, ça peut se référer à Jung, cette capacité de l'inconscient de s'ouvrir sur le collectif inconscient, où on trouve des archétypes. Je ne vais pas avoir le temps de vous définir les archétypes, sinon que ce sont des formes qui représentent l'ensemble des mythes de l'humanité. Et un petit exemple d'archétype, et là je rejoins l'intuition, car pour moi l'intuition est associée à l'inspiration. Vous savez qu'il y a un tableau au Louvre qui s'appelle Sainte-Anne, la Vierge et l'Enfant, de Léonard de Vinci, et que Freud et Jung se sont un peu battus autour de cette histoire, car dans le plissé de la robe de Sainte-Anne apparaît un vautour. Vous pouvez voir le tableau, c'est vrai que c'est assez amusant. Et dans l'Antiquité, le vautour était un animal qui se reproduisait par l'esprit dans le ciel. C'est-à-dire que c'était donc le vautour, c'est le symbole du Saint-Esprit, si vous voulez, de l'esprit en tout cas. Et Freud disait, parce que l'aile du vautour touche la bouche de l'enfant, Freud disait, c'est le signe de l'homosexualité de Léonard de Vinci. Et ça, c'est tout à fait Freud, qui a dit quand même beaucoup de conneries, il faut bien le dire. Alors, non, mais il a dit des choses intelligentes aussi. Hein. Voilà, je cite tout le temps, toute remémoration dénuée d'affect et sans effet, et ça, c'est toujours absolument vrai. Mais c'est là où c'est intéressant parce que Jung, qui a toujours une idée de plus, dit, si ça se trouve, Léonard de Vinci n'a pas du tout peint ça comme ça. Ce n'était pas un acte volontaire. C'est inconsciemment, il a contacté un archétype et que son inconscient a agi son pinceau. Et il dit dans l'art, on trouve beaucoup de situations dans lesquelles tout d'un coup apparaît
un archétype, alors qu'il n'était pas au départ prévu que cet archétype apparaisse. Alors c'est vrai que, encore 10 minutes, les trans, donc, se sont toujours définis comme étant, au XVIIIe siècle, des transports. Transport, ça voulait dire, évidemment, on dirait aujourd'hui, donc, dissociation, hein, être ailleurs. Qu'il y a la perte du réel, il y a l'ouverture des canaux sensoriels euh, très spécifiques, c'est-à-dire que on décuple l'ouïe, on décuple la vision, on décuple l'olfaction, la sensation, et on a accès à un mode de communication spécifique que j'appelle le psychoanimiste ou le psychoanimisme, selon un de mes amis psychanalystes italiens qui, à la suite de la lecture d'un de mes livres, a dit tu as découvert ton inconscient psychoanimiste. Bon, je trouvais que c'était assez intéressant. Pourquoi? Parce que dans ce livre, je raconte comment on peut parler avec les plantes. Assez récemment, j'ai eu l'occasion, et c'est la première fois, de pouvoir ressentir la force d'un arbre. C'est-à-dire que, comme ça, je regarde cet arbre qui était en hauteur. Quand j'arrive à la hauteur du tronc, c'était pas une hallucination. Il y avait une force réelle, et je l'ai fait sentir à d'autres personnes. C'est la première fois, je veux dire, que je ressentais une chose comme ça, et c'est assez incroyable. Bon, donc, si vous voulez, je pense que plus on avance dans la dissociation, plus on avance dans une forme de transe, et plus on a une capacité accrue à entrer dans l'imaginaire et à trouver avec entre soignant et soigné des solutions qui sont totalement innovantes. Donc pour moi, ce n'est pas de l'intuition. Je veux bien qu'on appelle ça intuition. Certes, ça finit par l'intuition, mais ça commence par la rencontre d'un imaginaire qui se situe très proche du soi. Alors moi, je suis partisan d'une psychologie ternaire, mais non pas binaire. Le corps, l'esprit, ou alors le corps, l'intellect, c'est vrai que les mots sont très difficiles. Le corps, l'intellect et l'âme, ou l'esprit. Parce que l'âme, Freud utilise âme, esprit indifféremment, ce qui évidemment montre son ambiguïté au niveau du religieux. Si vous voulez, donc quand on est dans cet état de transe, eh bien, on s'ouvre sur une partie de la conscience qui nous met en lien avec le soi. Il y a un certain Cohut aussi, que certains connaissent sans doute, psychanalyste américain, qui a surtout travaillé sur les états limites, les états, on dirait aujourd'hui, borderline. Euh, et il parle, lui, d'aller jusqu'à un ego cosmique. C'est-à-dire qu'il dit que finalement, notre évolution nous pousse en principe à lâcher notre ego narcissique et aller vers un ego ouvert sur l'univers. C'est-à-dire trouver, quelqu'un a parlé de l'un, c'est-à-dire l'unité. Bon, c'est quelque chose que Jung dit aussi à sa façon, hein, que notre évolution nous pousse à nous approcher du soi. Donc, au final, on devient un thérapeute de l'âme et est-ce qu'il y a un don? C'est-à-dire la question du don, on a parlé du chaman, je crois, la journée. C'est vrai que le chaman, il y a des familles de chamans. Mais il ne faut pas oublier que le chaman, il ne s'auto-proclame pas chaman. Parce qu'on entend souvent, je suis chaman, ou je veux voir. Bon. Le chaman, c'est quelqu'un traditionnellement, dans les sociétés premières, qui est victime d'une maladie, qu'on appelle maladie initiatique, dont il va se soigner. Et à l'issue de ce soin, il est reconnu par une population comme étant un guérisseur. Et il va être élu chaman, en fait. Et je pense que nous, on est élus non pas chaman, mais thérapeute. Je pense que, alors, je ne pense pas que ce soit vraiment un don, mais
peut-être il y a quand même quelque chose. Quand j'avais 10 ans, à l'école où j'étais, qui était une pension renommée où avait été Molière, qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait le Collège de Juilly, on avait un professeur qui était alcoolique. J'avais 10 ans et j'ai réussi à trouver 2 copains pour faire une assoce pour sauver le professeur. Pourquoi? Je ne sais pas en fait. C'est peut-être par certaines parties de mon histoire, mais je me dis, cette propension à vouloir aider l'autre, c'est quand même assez étrange. Bon. Et je pense que le chaman est élu, mais je pense que les thérapeutes aussi, je pense que quand la population des thérapeutes, quand on les connaît, il y a eu souvent des souffrances enfants ou des questionnements divers. Enfin, euh, il y a certainement un appel par rapport à une certaine souffrance intérieure. Donc, il ne reste pas beaucoup de temps, mais quand même, je vais essayer de... Bon. Donc, ce que je pense, c'est que la transe à laquelle on aboutit quand on travaille un peu avec de l'hypnose, qui pour moi n'est pas une hypnose euh, très approfondie, je veux dire, c'est une relaxation approfondie peut-être, mais l'intention y est. C'est-à-dire que l'intention de l'hypnose, l'intention de la transe y est. Et on arrive très vite à une monade, c'est-à-dire que finalement, on n'est pas deux, on est un. Et c'est dans cette unité que tout d'un coup va apparaître quelque chose qui va être l'élément du soin. J'en parlais à quelqu'un à midi, d'une jeune femme que j'avais vue il y a un certain nombre d'années, qui avait fait une thérapie avant une analyse freudienne, qui était fait un petit bout de Jungienne, puis après les voir, puis après elle a fait 1 an d'ashram, et puis je l'ai revue récemment. Et on a eu une séance absolument incroyable parce que au fond, elle ne savait pas trop ce qu'elle avait dit, ce qu'elle allait dire. Je l'avais vu avant, elle avait oublié sa carte vitale, donc elle est revenue la chercher. On a parlé, et je crois que ça a été la séance de sa vie la plus émouvante, parce que elle a parlé d'un son voyage avec ses parents, elle a parlé du conflit avec son père, enfin, c'est une histoire très compliquée, je n'ai pas le temps de vous la raconter. Mais j'ai éprouvé le besoin de lui dire qu'il fallait qu'elle écrive à son père, et je lui ai dit, à la fin, vous direz, je t'aime, papa. Bon, elle a 30, plus de 30 ans. Et ça, elle s'est écroulée, si vous voulez, s'est écroulée de choc affectif. Et on s'est retardé un petit peu. Et j'avais un patient derrière qui est un peu obsessionnel, donc il n'aime pas attendre le médecin. Alors, et quand on est sorti, on est passé dans la salle d'attente. Elle m'a pris par le bras. Elle est extrêmement gentille, cette femme. Elle m'a pris par le bras et elle a regardé le monsieur et dit, Monsieur, je m'excuse. C'est ma faute si nous sommes en retard. Mais là, vraiment, j'ai cliqué sur un truc. Et cette séance, voilà, tout d'un coup, il y a une séance. Il s'est passé quelque chose, mais quelque part, c'est pas moi qui ai parlé. C'est-à-dire que quand je travaille comme ça, les choses, je les reçois. Il y a vraiment très souvent des cas où je ne sais pas ce que je vais dire. Je ne dis rien, il vaut mieux rien dire que dire une connerie, on l'a toujours dit. Mais parfois, on a des inspirations. Et moi, je pense que je ne travaille pas tout seul. Je travaille avec, je ne sais pas comment, des guides, je ne sais pas enfin, comment il faut appeler. Mais je sens bien que parfois, je suis orienté à dire une chose ou à faire une chose, et je ne sais pas pourquoi. Donc, cet aspect de travail avec la transe est un travail où l'outil thérapeutique, la technique en soi, est utile, car je pense qu'il faut vraiment connaître les techniques. Moi, j'en ai beaucoup parce que j'ai horreur des gens qui ont une technique une fois pour toutes. C'est-à-dire tout le monde doit s'adapter à ça. Bon, on peut faire de l'MDR, mais si on fait toujours de l'MDR, bon. Moi, j'essaie d'utiliser des techniques qui sont adaptées où le patient peut entrer. Il y a par exemple l'hypnose, il y a des gens qui ne rentrent pas dans l'hypnose, c'est trop compliqué pour eux, donc il ne faut pas utiliser ces techniques. Mais en fait, ce qui compte avant tout, hypnose ou pas hypnose, c'est pas grave, parce que l'important, c'est que moi, je suis en hypnose. Et à ce moment-là, je sais comment guider le patient. Alors, quand l'autre est en hypnose aussi,
en transe légère. Là, on a vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. Mais qu'est-ce qui fonctionne? C'est notre registre inconscient qui va très haut, très loin. Et je pense que, voilà, on n'est pas tout seul pour travailler et c'est très encourageant. Alors, j'avais plein d'autres choses à vous dire, mais il y a des choses absolument fondamentales. Euh, non, je pense qu'il faut, évidemment, il faut lire Jung parce que Jung est, a beaucoup travaillé, en particulier sur ce qu'il appelle l'imagination active. Imagination active, qui est une technique de transe dans laquelle il conçoit qu'une partie de la conscience, une partie de la conscience est capable d'entrer en communication avec une autre. Sauf que on peut parfois s'interroger si vraiment c'est une partie de la conscience ou si ça vient pas d'un ailleurs. Enfin, ça passe par la conscience, bien entendu, mais bon, voilà. Donc, je pense qu'il y a cette dimension du soi qui intervient aussi dans la thérapie. Et c'est bien l'hypnose qui m'a apporté cette connaissance. Voilà, merci beaucoup.